Merci encore une fois de nous suivre. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le président de la République de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne, dans le cadre du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Mais avant cette rencontre, Alassane Ouattara a échangé hier avec plusieurs personnalités, notamment l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et une délégation de la Banque européenne pour la construction et l'investissement. En Côte d'Ivoire, le monde de la musique en deuil. La chanteuse traditionnelle baoulée Ala Thérèse est décédée hier à 84 ans. Décès survenu après un malaise à l'hôpital de Djekadou dans la région centre du pays. Enfin, plus de 500 blessés en 2 jours au Liban. Des manifestants sont encore sortis hier dans les rues de Beyrouth, la capitale, pour protester contre le pouvoir. Les travaux du sommet Royaume-Uni-Afrique se sont donc ouverts ce matin à Londres, la capitale de l'Angleterre. 20 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, participent à cette toute première rencontre. La Côte d'Ivoire, représentée par son président de la République, Alassane Ouattara. Après sa sortie de l'Union européenne, il s'agira pour le Royaume-Uni de nouer des partenariats économiques et commerciaux solides avec le continent africain. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République de Côte d'Ivoire participe aujourd'hui au sommet du Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. L'occasion pour Alassane Ouattara de présenter les opportunités qu'offre son pays, la Côte d'Ivoire, aux investisseurs. Mais avant cette rencontre, le chef de l'État ivoirien a eu plusieurs échanges hier, notamment avec une délégation de la Banque européenne pour la construction et l'investissement. Autre entretien, celui avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui est aujourd'hui à la tête de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial. Je vous propose maintenant d'écouter l'ancien Premier ministre britannique. Tony Blair exprime sa foi dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Je suis très content de voir Monsieur le Président ce soir à Londres parce que nous avons une équipe en Côte d'Ivoire qui travaille avec l'équipe du Premier ministre pour le développement du pays. Et je retiens une grande confiance dans le pays, dans le futur du pays, parce que je crois qu'on a un leadership et une détermination à part du gouvernement, y compris le Premier ministre et bien sûr le Président, pour faire marcher les choses, pour développer le pays dans les domaines économiques et aussi sociaux. Donc c'était très bien passé comme toujours et j'ai envie de revenir en Côte d'Ivoire quand je peux. Retour en Côte d'Ivoire avec l'investiture le 18 janvier dernier de Nanan Eora Tewa, roi du Moronou. Cette cérémonie s'est déroulée à Mongwanou, ville du centre du pays, en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. L'occasion pour Daniel Kablan-Duncan d'appeler les populations du Moronou à soutenir leur roi afin qu'il puisse réussir sa mission. C'est un reportage de Herman Niamien. C'est tout le royaume Morofoué qui est aujourd'hui en liesse. Après plus de 2 siècles d'attente, le Moronou a désormais un roi. Intronisé en mai 2019, Nana Eora Tewa a été investi ce jour par Nana Kwaku Kwaou le patient III, chef de canton de Niablé, représentant le roi de l'Indénié. Depuis la disparition tragique de Nana Dangui-Kpaï, il a fallu attendre presque 240 ans avant de pouvoir restaurer le royaume du Moronou. Et je crois que c'est une très bonne chose. Nous sommes tous heureux d'avoir pu restaurer ce royaume historiquement puissant et fort. Moment de réjouissance populaire, mais également de retour à la normalité, les 10 tribus Agni qui composent le royaume du Moronou avaient à leur côté des représentants des royaumes frères de l'Indénié Guablin, des Baoulés et des Brons, ainsi que de plusieurs autorités du pays. Nana Eora Tewa, aujourd'hui, nous venons de placer en tes mains la destinée de tout le peuple du Moronou, mais également celle de toutes les communautés vivantes ici dans le royaume du Moronou. À cet instant précis,
Je voudrais simplement te rappeler que le roi, encore plus que le chef, doit toujours être patient, attentif, à l'écoute des membres de sa communauté. Le roi doit œuvrer à la cohésion sociale, à l'entente cordiale entre les communautés, à la consolidation de la paix sociale. Parrain de cette cérémonie, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est réjoui de la cohésion retrouvée au sein du royaume qui permet aujourd'hui au Moronou d'avoir un guide. Je voudrais en conséquence inviter tout le peuple du Moronou à demeurer unis autour du nouveau roi, Nana Ewa Tewa, et surtout à regarder tous dans la même direction, celle de la consolidation et du rayonnement de votre royaume. Daniel Kablan-Duncan s'est également prononcé sur l'actualité sociopolitique qui cristallise toutes les attentions en ce moment en Côte d'Ivoire. À quelques mois de la grande échéance électorale pour notre pays, il est nécessaire et urgent de faire de la paix une priorité de tous les instants, afin de parer à toute éventualité. C'est dès maintenant que nous devons toutes et tous mettre un point d'honneur à désarmer nos cœurs. Après avoir rappelé aussi les nombreuses actions de l'État en faveur de la région du Moronou, le vice-président a informé les populations que le président Alassane Ouattara sera dans cette région pour une visite d'État dans le courant du mois de mars prochain. Autre actualité, où en sont les travaux du projet ICOM@Africa? Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo, a visité il y a quelques jours les plateformes logistiques. Le projet ICOM@Africa, lancé en 2016, vise à assurer le développement du commerce électronique via le réseau postal africain. Les précisions de l'enseigné Bakayoko. Avec l'évolution du secteur postal, les demandes de courrier classiques baissent au profit des paquets commandés par voie électronique. Ces paquets doivent être acheminés à bonne date et surtout être conditionnés dans des endroits adaptés. D'où la construction de ces entrepôts dotés d'un système digital intégré, inclusif et innovant au kilomètre 26 de l'autoroute du Nord. Cette plateforme de 18 000 m² d'entrepôt comprend 19 unités de 930 m² chacune. Et chaque unité, comme vous pouvez le voir, est dotée d'un quai et d'une rampe d'accès pour faciliter les opérations logistiques. Principaux utilisateurs de cette importante plateforme logistique à vocation régionale qui va coûter 100 milliards, l'opérateur national La Poste de Côte d'Ivoire, mais aussi tous les autres opérateurs privés et publics qui exercent dans le domaine du e-commerce avec la garantie d'un service fiable. Il est prévu qu'une telle plateforme soit réalisée autour de l'aéroport d'Abidjan, mais en attendant que l'espace de l'aéroport soit disponible, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère en charge de l'économie numérique, a choisi de réaliser la phase 1 donc, de ce projet dans le cadre d'un partenariat, à l'effet de faire en sorte que la plateforme soit totalement disponible avant les délais. L'un des enjeux de cette visite de terrain, c'est de montrer à l'équipe projet de l'Union postale universelle qui est attendue dans les prochaines semaines à Abidjan que la Côte d'Ivoire est capable de respecter ses engagements de recevoir cette plateforme de e-commerce. Après cette première phase de mise à disposition de l'entrepôt, il va falloir installer à l'intérieur des entrepôts tous les autres systèmes digitaux et des palettes qui permettent de contrôler la redirection des commandes qui vont se faire. Pour ce projet, 5 pays ont en effet été identifiés pour servir de locomotive, à savoir la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest, la Tunisie pour l'Afrique du Nord et le Maghreb, le Cameroun pour l'Afrique centrale, le Kenya pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud pour la partie australe du continent. 60 000 logements sociaux prévus à Songon, localité située dans la région sud du pays. Mais comment avancent les travaux? Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social, Kofi Nguessan Lataille, a visité récemment les chantiers de construction. On en parle avec Régis Kofi. Des logements sociaux sortis de terre, certains sont fin prêts et même habités, d'autres encore en chantier.
En se rendant sur le site de Songon, où seront construits 60 000 habitations, le secrétaire d'État chargé du logement social est venu s'imprégner des difficultés que rencontrent les promoteurs immobiliers, mais également les premiers occupants, comme cette dame. On est dedans, on ne se plaint pas. Mais c'est le problème d'eau là qui nous fatigue. Bon, pour le moment, on paye l'eau par jour, 3 000 par jour. Mais pour avoir même, c'est difficile. L'État va doter cette zone de toutes les commodités. Le secrétaire d'État chargé du logement social rassure également tous les souscripteurs au programme des logements sociaux. Je voudrais dire à ceux qui sont déjà là de prendre leur mal en patience, que très bientôt, ils vont avoir l'accès à l'eau potable et à l'électricité. J'ai relevé les difficultés qui concernent ce que l'État doit faire en équipement primaire, c'est-à-dire les VRD et puis les stations d'épuration et la construction du canal qui va drainer toutes les eaux usées. Avec 460 hectares, le site de Songon est le plus grand espace du projet qui va accueillir 60 000 logements sociaux et économiques. À ce jour, ce sont près de 5 000 maisons qui sont construites. Ils ont fait valoir leur droit à la retraite. Plus de 400 militaires et gendarmes ont reçu récemment des chèques d'un montant global de 2 milliards de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan épargne-retraite mutualiste de l'année 2019. Les précisions de Abou Sanogo. Ils sont 405 militaires et gendarmes, officiers et sous-officiers, adhérents au plan épargne-retraite mutualiste à percevoir leur aide au départ à la retraite pour le compte de l'année 2019 pour un montant global d'environ 2 milliards de francs CFA. Ces bénéficiaires font tous partie de ceux qui ont mis leur confiance en l'assurance complémentaire entraide de fin de carrière et plan épargne mutualiste du Fonds de prévoyance militaire. Ce moment participe à un point douté du raffermissement du contrat de confiance entre les membres participants, leurs familles et notre mutuelle sociale. Ainsi, depuis 1993, toutes les vagues de retraités ont pu bénéficier des mêmes avantages offerts par le plan de retraite du FPM. Le fruit de vos actions va nous permettre de continuer toute la planification militaire en intégrant votre expérience dans tous les domaines. Donc, je voudrais encore vous remercier pour tout le travail accompli au sein de la gendarmerie et au sein des armées. Cette somme est une aide en vue de la préparation à la retraite en attendant le versement de la première tranche de leur pension après de bons et loyaux services rendus à la nation. Le Fonds de prévoyance militaire est une société de secours mutuel et de prévoyance sociale. Il a pour objectif de faciliter aux militaires, gendarmes et à leurs familles l'accès à des soins de santé de qualité et d'améliorer leurs conditions morales, matérielles et sociales. Eux également sont retraités. 46 agents de la préfecture de police d'Abidjan ont été célébrés il y a quelques jours dans la commune d'Abobo. Ils ont donc reçu des récompenses, à savoir des vivres, un diplôme et une enveloppe financière. Les détails dans ce reportage de Ahmed Traoré et Amadou Ouattara. Cette journée est consacrée à la cérémonie d'hommage aux retraités de la préfecture de police d'Abidjan. Ils sont 46 agents, dont 3 commissaires, 6 officiers et 37 sous-officiers qui font valoir leur droit à la retraite. La hiérarchie de la police a profité de cette occasion pour remercier ses anciens collaborateurs, ceux pour avoir servi avec dévouement et loyauté la nation. Le travail de police est un travail très harassant. Vous sortez le matin, vous ne savez pas à quelle heure vous allez retourner chez vous. À un moment donné, il faut qu'on puisse s'arrêter, égayer nos collaborateurs et dire merci à tous ceux qui ont pu traverser toutes ces difficultés. Des diplômes, une enveloppe symbolique et des vivres pour chaque retraité. Ce sont entre autres les cadeaux qu'ils ont reçus. Ça fait 30 ans, je suis rentré à l'école de police le 14 février 1989. C'est la première fois que je vois que les retraités policiers sont fêtés avec face. Ses parents, ses grands-pères, notre devoir de les aider. Lorsque vous voyez aujourd'hui, le monsieur est tellement âgé et les matins, son premier souci, c'est juste prendre ses médicaments, mais accompagné de la nourriture. Donc voilà l'idée.
La cérémonie de reconnaissance aux retraités s'inscrit dans le cadre des journées récréatives de la préfecture de police d'Abidjan. Débutées le 11 janvier, ces journées se poursuivront jusqu'au samedi 18 janvier 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, des projets de femmes bientôt financés. Un fonds de 300 millions de francs CFA a ainsi été créé par le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes et par la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Ces deux institutions ont signé récemment une convention. Le point avec Didier Nguessan. Des signatures et une chaude poignée de main pour sceller un nouveau partenariat. Celui entre le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes et la Banque populaire de Côte d'Ivoire en vue de financer les activités initiées par les femmes dans le cadre du projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement. Les deux partenaires entendent contribuer au financement de l'économie à travers l'inclusion des femmes et leur autonomisation. La Convention présente de nombreux avantages, notamment la mise en place d'un fonds de garantie logé dans les livres de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, la mise à disposition par la banque de crédit court terme, allant sur des durées maximum de 12 mois, qui inclut 2 mois de différés, et pour des montants qui iront jusqu'à 500 000 francs pour les individus et jusqu'à 2 millions de francs CFA pour les groupements. À ce jour, environ 15 000 femmes ont bénéficié de ce fonds. 59,2% des bénéficiaires alimentent leur compte d'épargne. Le taux de recouvrement a été substantiellement relevé, passant de 63 à 98% en 2018, grâce à l'action des agents techniques du CECAF en termes de sensibilisation, de suivi et d'encadrement des bénéficiaires. L'enveloppe globale de 300 millions de francs CFA permettra de lutter contre la pauvreté et soulager les femmes les plus vulnérables, notamment en milieu rural. Direction à présent la commune de Cocody. Cet espace est très prisé par les personnes friandes de grillades. L'allocodrome de Cocody, c'est de lui dont il s'agit, a été réhabilité à l'occasion des fêtes de fin d'année 2019. Cette initiative de l'organisation non gouvernementale Cocody Pluriel vise surtout à améliorer l'hygiène de cet espace gastronomique. Bintou Pekele et Dangui Dangui. L'allocodrome de Cocody rénové, les étals et autres infrastructures ont été repeints par l'ONG Cocody Pluriel. Objectif, offrir un cadre sain aux commerçants. Le nouveau visage de l'espace gastronomique réjouit ses occupants. S'il n'y avait pas peinture et puis avec peinture, là, c'est pas la même chose. C'est trop joli actuellement. Là. Maintenant, là, nous tous, on est très, très contents. Avant la peinture, c'était très sale. C'est que les clients même se plaignaient. On a perdu beaucoup de clients. Par exemple, moi, ici à l'allocodrome depuis 92. Vraiment, on a mis la peinture, l'allocodrome est plus joli, plus beau. En tout cas, il demande pardon, les clients n'ont qu'à revenir. La présidente de l'association des vendeuses et vendeurs de l'allocodrome de Cocody, autrefois désespérés par l'état de leur commerce, salue l'œuvre. L'allocodrome était très sale, on ne savait pas où rentrer. Donc on est parti vers eux. En 4 jours, ils sont venus à notre secours. Puis ils ont arrangé notre allocodrome. Vous voyez comment l'allocodrome est devenu. Ils ont mis la peinture, ils ont nettoyé. En tout cas, nous, on est en joie, on ne sait pas ce qu'on va aller dire. Pour le président de l'ONG Cocody Pluriel, donner une nouvelle image à l'allocodrome était une priorité pour son ONG, créée il y a seulement 4 mois. Il n'y a pas de raison que cette activité qui leur rapporte des revenus, eh bien qu'elle soit en perte de ses revenus parce que l'allocodrome est sale. Ce n'est pas acceptable. Il était bon que nous participions à l'amélioration, à l'embellissement de ce cadre de vie qui est en même temps un cadre de travail, mais qui est surtout un espace de loisirs, un espace de détente. C'est aussi un lieu touristique pour notre pays. C'est aussi une question d'hygiène publique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'apporter cette petite contribution à travers la réhabilitation de l'allocodrome de Cocody. La visite de l'allocodrome de Cocody rénové est l'occasion pour les membres de l'ONG Cocody Pluriel d'offrir du matériel d'entretien du sol. Objectif, permettre aux vendeurs de cet espace de faire le suivi des actions d'hygiène. Je vous invite à présent à découvrir le Mandé Nko, festival des arts et de la culture au Dieneka. Ce festival veut promouvoir les danses traditionnelles, la gastronomie et l'art oratoire du peuple au Dieneka. La première édition va se tenir en février prochain à Odiéné, dans le nord-ouest du pays. Les détails, Issa Yeo.
Un festival des arts et de la culture à Odjini. Mandéunko est une occasion pour les festivaliers et les populations du district du Denguélé de célébrer la beauté, l'originalité de la culture et des arts du peuple malinké. Cette initiative du maire de la commune d'Odjini permettra également de mettre en relief l'histoire de la ville et de montrer ses atouts touristiques. Ce festival vient à point nommé parce que d'origine malinké, du grand peuple mandé à travers tout le continent africain, qui a une histoire glorieuse et aussi une culture très intéressante, très profonde. Les cadres de la région saluent la création d'un tel festival. Une lucarne pour mettre en lumière le développement économique et social d'Odjini. Je suis très content du lancement de ce festival qui sera l'opportunité de présenter à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde le riche patrimoine culturel et touristique du district du Denguélé. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, ce festival est une lucarne pour favoriser le dialogue culturel. Nous avons lancé l'appel aux Ivoiriens de créer dans nos régions de grands festivals patrimoniaux. Cet appel est entendu. Et aujourd'hui, c'est le tour de Odjini, à travers nos us et coutumes. C'est notre âme, c'est notre identité que nous exprimons. Le tourisme sera d'un atout indéniable, selon Siantou Fofana, ministre du Tourisme, au cours de ce festival. Plusieurs pays sont entendus à ce festival prévu au mois de février prochain. Voilà un reportage de Maï Sanogo et Isaïo. Littérature, les Ega, un peuple peu ou pas connu, a été présenté officiellement lors d'une rencontre dans la commune de Cocody. Dans cette œuvre, l'auteur Abraham Bobou, également enseignant-chercheur, montre les particularités du peuple Ega localisé entre le centre-ouest et le sud-ouest du pays. Pas comme Didi et Jean-Marc Djadji. Le peuple Ega constitue le sujet majeur de la 7e œuvre littéraire de l'enseignant-chercheur Abraham Bobou, les Ega, un peuple peu ou pas connu. L'auteur met en exergue les spécificités du peuple Ega, appelé communément Dié. Ce peuple appartient au grand groupe des Dida, situé dans l'enclave des villes de Divo, Fresco, Guitry, Lakota. Dans cette œuvre, l'auteur dissèque l'appellation et l'origine de ce peuple. Nous avons écrit sur ce livre, sur cette communauté, parce qu'elle est peu connue ou pas du tout connue. Et pour ceux qui la connaissent, ne la connaissent pas très bien. Ils font partie du grand groupe des Dida, mais ce peuple a une particularité. Sa particularité, c'est sa langue. La langue Ega n'est pas connue par le reste du peuple Dida. Sinon, on ne la comprend pas. Quand un Ega parle, les autres Dida ne comprennent pas. Et dans le livre, je dis et je précise que les Ega ne sont pas un peuple en réalité issu d'une migration extérieure. Les Ega sont des Ivoiriens autochtones. Les Ega, un peuple peu ou pas connu, est un livre de recherche scientifique, de terrain, de 134 pages, basé sur la littérature orale. Dans cette œuvre, l'auteur évoque les us et coutumes du peuple Ega, ses défis de développement, l'union entre ce peuple. Abraham Bobou veut davantage faire connaître sa communauté, les Ega. Quel bilan partiel 2017-2019 pour le projet Éducation inclusive en Côte d'Ivoire? Ce projet initié en 2013 avec 12 enfants en situation de handicap compte à présent environ 300 enfants dans 27 écoles inclusives. Sensibiliser les acteurs et partenaires du système éducatif sur la prise en compte de la question des enfants en situation de handicap et informer surtout sur les efforts réalisés en faveur de l'inclusion de ces enfants dans les écoles ordinaires. Voilà qui a conduit à cette rencontre organisée par l'ONG Société sans barrières. Nous constatons une prise de conscience de la communauté éducative. Parce que pour que l'enfant arrive dans l'école, il faut que la communauté éducative puisse être sensibilisée à les accueillir. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de constater que les enseignants et les administrateurs du système éducatif sont très disposés à accueillir les enfants dans les écoles. Notre vision au niveau du ministère de l'Éducation, nous disons que chaque enfant est un espoir. Qu'il soit porteur d'handicap ou pas, cet enfant-là, c'est l'espoir d'une famille.
il faut aller le chercher. Il faut aller le buriner. Il faut le malaxer, il faut le modeler et il faut donner une place à cet enfant dans la société. Pour encourager l'enseignement de l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire, des kits braille ainsi que des imprimantes braille et plusieurs autres matériels ont été remis aux enseignants. La prise en charge des enfants en situation de handicap dans les écoles inclusives reste une priorité pour l'ONG Société sans barrières. L'actualité hors de chez nous avec l'Angola et la Libye. Et nous allons également largement parler du Liban, secoué par de nouvelles manifestations hier dans le centre de la capitale Beyrouth. Les manifestants sortis dans les rues protestaient contre le pouvoir. Bilan, plus de 500 blessés en 2 jours. C'est une enquête menée par 36 médias d'envergure qui met à nu l'activiste congolais et homme d'affaires Syndicat Dokolo, mais beaucoup plus son épouse Isabelle Dos Santos, fille de l'ancien président angolais. L'enquête du consortium international de journalistes d'investigation révèle les montages financiers opaques mis en place par la fille de l'ex-président angolais José Eduardo Dos Santos en vue de s'accaparer l'argent des sociétés publiques du pays. Lors d'une conférence sous l'égide de l'ONU à Berlin, 11 pays dont la Russie et la Turquie ont convenu qu'il n'existait pas de solution militaire au conflit qui déchire la Libye depuis près de 10 ans. Les participants ont appelé à un véritable cessez-le-feu permanent sur le terrain. Au moins 377 personnes ont été soignées sur place ou transportées vers des hôpitaux lors des heurts qui ont secoué les abords du Parlement libanais et la place des Martyrs, épicentre de la contestation à Beyrouth. Les contestataires ont lancé sur les réseaux sociaux de nouveaux appels à manifester dimanche, toujours près du Parlement. Dans l'actualité nationale, le décès hier à l'hôpital de Djekanou, dans le centre du pays, de la chanteuse traditionnelle baoulée Alla Thérèse. Suite à un malaise qu'elle a eu, Alla Thérèse, 84 ans, a été conduite d'urgence dans ce centre hospitalier, mais elle n'a malheureusement pas survécu à son mal. Sa voix d'alti, si particulière, à jamais éteinte. Alla Thérèse, notre Alla Thérèse, s'est évanouie dans le ventre de la nuit. Admise le dimanche 19 janvier à l'hôpital général de Djekanou, centre de la Côte d'Ivoire, la chanteuse décède, selon certaines sources proches, à 23h10 le même jour. On l'a toujours connue avec son éternel binôme, son mari Ngouran Laloy, disparu, lui, plus d'1 an plus tôt. La vieille mère de la musique ivoirienne, appellation familière bien sûr, a eu une discographie pleine. 6 albums, dont Doumi, le dernier en 2005, et le mémorable Aoumo Nseli. Coiffé de sa traditionnelle et éternelle coiffure, à Kolokofié, le chant de l'araignée. Alla Thérèse, comme la capverdienne Césaria Evora, demeure une autre diva, toujours les pieds nus. Sa musique, le bro, dominée par la percussion et l'accordéon de son défunt époux, aura gardé son authenticité, quoique de temps en temps revisitée. Une grosse perte donc pour la musique ivoirienne qui voit partir à jamais l'une de ses figures historiques, bien appréciée de tous, du père de la nation Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara. Alla Thérèse aura bénéficié de bien d'attention de la part des autorités. N'empêche, elle aura vécu une longue période de traversée du désert, exacerbée par la disparition de son époux. Alla Thérèse projetait un retour sur scène 1000 fois, hélas. Son village d'origine, Bofia, dans la sous-préfecture de Tomodi, Konankokorekro, où elle vit depuis toujours, et toute la Côte d'Ivoire musicale, pleure celle qui certes n'a pas connu les joies de la maternité, mais qui aura eu des milliers d'enfants par la magie des notes, ces notes musicales. Des milliers d'enfants
des fans et admirateurs, et tous ont à la bouche un seul mot aujourd'hui. Adieu. Voilà un commentaire de Franck Kouadio. A noter que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a rendu hommage à Alain Thérèse. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de notre chère Alain Thérèse, icône de la musique traditionnelle ivoirienne. La Côte d'Ivoire vient de perdre une grande dame, une artiste admirée de tous, qui aura marqué de nombreuses générations d'Ivoiriens, dont le président Félix Houphouët-Boigny. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Que son âme repose en paix. Signé le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Rappelons que les travaux du sommet Royaume-Uni-Afrique se sont ouverts ce matin à Londres, la capitale de l'Angleterre. 20 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, participent à cette toute première rencontre. La Côte d'Ivoire est bien entendu représentée par son président de la République, Alassane Ouattara. Merci de nous avoir suivis.